Voilà, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au troisième séminaire sur Winnicott et je vais vous parler selon les idées de Winnicott, du traumatisme, de ce qu'il a appelé les agonies primitives et des mécanismes de survie face à ces expériences d'agonie primitive. Je vous rappelle la notion d'illusion primaire, c'est-à-dire un vécu de non-séparation entre la mère et l'enfant, ce qui confère des sentiments ou des vécus de bien-être absolu, de nirvana, de félicité. Winnicott appelle ça de façon très significative l'installation du sentiment de continuité d'être. On peut aussi parler des bases du narcissisme primaire. Je vous ai expliqué aussi dans les vidéos précédentes qu'il était important que la mère soit suffisamment bonne. J'insiste sur le terme suffisamment, c'est-à-dire qu'elle doit assurer des désillusions qui sont tout à fait graduées, qui sont progressives, de façon à ce que l'enfant puisse les métaboliser psychiquement. Au contraire, il peut y avoir traumatisme. Traumatisme quand la mère procure une désillusion ou trop précoce, ou trop brutale, ou que plus globalement, elle est inadéquate. Il peut y avoir des traumatismes par excès ou par absence, par défaut. Les traumatismes par excès, eh bien, j'évoque une relation où la mère est intrusive, provoque un empiètement, un étouffement, un envahissement, un engloutissement, une emprise. Au contraire, il peut y avoir des traumatismes par absence, par non-réponse, par défaut de l'objet. Ou par exemple l'absence de mirroring dont j'ai parlé antérieurement, qui donne alors des vécus de vide et de non-existence. André Green, un psychanalyste français, a aussi bien étudié les retentissements d'une mère déprimée. Il appelait ça le syndrome de la mère morte. Et je vous rappelle, par exemple, dans les interactions précoces, combien il est important, lors de l'allaitement, par exemple, qu'une maman regarde intensément son bébé et qu'il y ait des échanges intersubjectifs. Si la maman, en nourrissant son bébé, est branchée sur son GSM ou bien regarde la télévision, eh bien, il y a un traumatisme par absence, par manque de réponse de l'objet. Le traumatisme peut être dévastateur à l'échelle d'un enfant. On peut comparer ça à la destruction totale de Hiroshima. C'est-à-dire que c'est une rupture, un effondrement du sentiment de continuité d'être, comme dit Winnicott. Il appelle ça également une agonie primitive. Donc il y a des vécus d'anéantissement, d'annihilation psychique. Ce vécu horrible n'a aucun sens, n'est absolument pas compréhensible, il n'y a évidemment pas de mots, aucune représentation, donc on est dans l'irreprésentable, il y a une détresse absolue, sans aucune temporalité, comme si elle était éternelle et sans fin. Donc c'est un éternel abominable qui est vécu. Alors, face à ces traumatismes, je vais parler des mécanismes de défense. Je vous expose vite ici une petite liste des mécanismes de défense que j'ai retenus. En fait, mécanismes de défense, oui, c'est tellement vital, primordial, qu'on pourrait aussi bien parler de mécanismes de survie psychique, destiné à préserver un minimum de sentiment de continuité d'être. À propos des défenses, je rappelle qu'on peut plus volontiers parler de défense à propos des conflits névrotiques dont j'ai parlé dans une vidéo antérieure. Rappelez-vous, dans le conflit oedipien, dans les conflits névrotiques, il s'agit d'un conflit intrapsychique vécu au sein d'une monade psychique, c'est-à-dire un conflit entre les pulsions, les désirs et les interdits. Et là, on peut parler de mécanisme de défense, et ce mécanisme essentiel est le refoulement. Refoulement qui évite une angoisse de castration, de punition, de désamour, de culpabilité. Donc la défense centrale est le refoulement, et il s'agit d'un inconscient refoulé.
J'ai parlé tout ça antérieurement à propos de Freud dans mes premières vidéos. Au contraire, Winnicott s'intéresse essentiellement à ce que nous appelons le fonctionnement limite, qui est en deçà du conflit névrotique. Et là, la défense essentielle, ou le mécanisme de survie, je dirais, essentiel, c'est ce qu'on appelle le clivage. Clivage qui protège du danger de retour de ces agonies primitives. Donc il s'agit bien de mécanismes de survie psychique, et je vous ai montré un tableau qui les résumait. Je vais aborder les phénomènes de clivage, aussi le phénomène du nourrisson savant, qu'on doit essentiellement à Sándor Ferenczi, un analyste hongrois antérieur à Winnicott. Je vais parler de l'identification à l'agresseur. Je vais parler aussi de forme de masochisme très primitive liée à ce que j'appelle la récupération narcissique omnipotente. Nous verrons plus loin ce dont il s'agit. Je vais parler enfin du faux self. Eh bien, parlons d'abord du clivage, qui est un mécanisme de défense ou de survie psychique très important qu'on peut opposer au refoulement. Donc, l'expérience traumatique qui a provoqué une agonie primitive est clivée. Ça veut dire qu'elle est enquistée, elle est gelée hors psyché, en dehors de toute élaboration psychique. Donc, elle ne donne lieu à aucune représentation, à aucune métabolisation psychique, elle est enquistée. Alors le problème, évidemment, avec ces fragments d'expériences clivées, c'est que ces expériences agonistiques peuvent faire retour. Et au niveau des symptômes, ça peut se manifester par des crises de panique, des épisodes de terreur, des phénomènes d'effondrement, des somatisations bizarres, des sensations corporelles incompréhensibles, des hallucinations, des passages à l'acte, des moments de délire, des moments psychotiques. Je voudrais montrer l'importance du retour clivé, même à un niveau transgénérationnel. Lors des attentats du 11 septembre 2001 à New York, certains hôpitaux psychiatriques new-yorkais ont vu arriver aux urgences, à la garde, des patients juifs qui étaient plongés dans un vécu psychotique, imaginant que les nazis étaient de retour. Vous voyez l'importance ici du transgénérationnel, mais aussi du clivé et le désastre d'un retour brutal du clivé. Pour expliciter encore ces mécanismes de clivage, je vais évoquer le cas d'une patiente qui était une femme de 35 ans. C'était une femme qui, littéralement, avait été haïe par sa mère, qui la traitait en servante, en espèce de cendrillon. Et l'analyse de cette patiente a montré que sa psyché était vraiment clivée en 3 parties. Dans une partie de sa psyché, 3 parties tout à fait séparées, donc clivées, dans une partie, il y avait un fantasme de toute puissance. Elle survolait les choses, les événements ne la touchaient pas, elle était au-dessus de tout ça, elle n'était pas affectée. En même temps, dans une deuxième partie d'elle-même, elle était dans une espèce de soumission masochique extrême, comme littéralement une mère Teresa. Sa mère l'avait exploitée comme une servante, et dans une espèce de ce que j'appelle la récupération narcissique omnipotente, elle s'était mise à se dévouer pour les autres, à se sacrifier pour les autres, comme si elle était mère Teresa. Et la récupération narcissique omnipotente, c'est le fait que non, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'objet qui m'a persécuté, qui m'a tourmenté, c'est moi-même. On voit bien là qu'à un niveau tout à fait fondamental, un masochisme extrême peut sauver le narcissisme. Et alors il y avait une troisième partie de cette patiente qui a émergé dans l'analyse, une partie qui témoignait finalement d'un espoir inconscient. C'était l'espoir secret qu'un jour, un nouvel objet pourrait nouer avec elle une relation permettant la croissance psychique, la remise en route des processus de métabolisation psychique. Donc il y a là l'attente inconsciente d'une expérience psychique correctrice avec un nouvel objet. Ça montre bien ce que j'ai déjà évoqué, c'est l'optimisme de Winnicott.
Et je pense aussi à la notion évoquée par un autre analyste anglais qui est Christopher Bollas. Christopher Bollas parlait d'objets transformationnels, objets qui est susceptible d'entraîner une complexification et un enrichissement du psychisme. Un autre mécanisme de défense, plutôt de survie, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on peut appeler le phénomène du nourrisson savant, déjà décrit par Ferenczi, et où il y a un développement hypertrophié de l'intellect, des facultés intellectuelles, avec une absence extraordinaire des émotions, des éprouvés, des affects. Ils sont clivés, ils sont évacués. Donc, l'esprit intellectuel, l'intelligence se développe de façon extraordinaire, c'est le nourrisson savant, mais par contre, il n'y a aucun affect par rapport à des situations traumatiques. Je pense par exemple à une patiente qui a été victime, à des patientes qui ont été victimes d'inceste et qui peuvent décortiquer de façon intellectuelle tous les aspects des conflits psychiques que ça a pu éveiller, mais tout cela coupé des émotions et des affects. Je pense aussi à des personnalités qui sont très intelligentes, qui ont une carrière académique, par exemple, très brillante, une carrière scientifique très brillante, mais il y a une faille, il y a un clivage, et tout à coup, ces gens peuvent être sujets à un effondrement, un breakdown lié à la résurgence d'agonie primitive qui était clivée. Je voudrais dire aussi, en parenthèse, je voudrais dire aussi quelques mots au niveau de la paranoïa. Par exemple, la paranoïa intense de Hitler par rapport aux Juifs. Je cite ici une vision assez intéressante de Margaret Little. Margaret Little, c'est une disciple de Winnicott. Et elle s'est penchée sur le phénomène de la paranoïa et elle propose une explication, l'explication suivante, c'est qu'il y aurait eu, de façon traumatique, très très tôt dans la vie, des éprouvés donc très précoces de menaces, de dangers, de menaces non représentables visant la continuité du self. Et au départ, ça entraîne des vécus paranoïdes sans représentation. Et puis plus tard, l'esprit et l'intelligence construisent, avec des bribes de l'histoire ultérieure, construisent une explication cohérente de cette menace. Donc c'est une explication a posteriori qui vient donner une illusion de cohérence à des vécus très précoces, incompréhensibles, informulables, de menaces, de dangers, de malveillance, de maltraitance. Je voudrais évoquer maintenant un autre mécanisme de défense très important qui est l'identification à l'agresseur. Avant Winnicott, Ferenczi, donc l'analyste hongrois, avait déjà beaucoup évoqué ce mécanisme qui est un mécanisme de survie primitif très très important. Ce qui est insupportable pour n'importe qui, c'est une situation d'extrême passivité. Je dirais même, comme le dit l'analyste français André Green, ce qu'on pourrait appeler une situation de passivation, c'est-à-dire qu'on est coincé, assujetti à une situation fondamentale de passivité totale. Alors là, il y a un mécanisme de survie psychique qui est basal, qui est fondamental, qui est le retournement passif-actif. Donc ça veut dire que ce qu'on a subi de façon tout à fait passive, dans une impuissance extrême, eh bien on le retourne complètement et on le fait subir à l'agresseur. Je vais en donner deux formes. Une première forme d'identification à l'agresseur qui est assez facile à comprendre. Prenons par exemple le fait des enfants battus. Eh bien, il est assez fréquent et assez classique que des enfants battus, ultérieurement, deviennent des parents qui battent leurs enfants. De même, les adultes qui font subir des sévices sexuels, viols, incestes, etc., aux enfants sont eux-mêmes ont souvent été eux-mêmes des enfants qui ont été abusés sexuellement par des adultes. Sur un mode peut-être un peu plus mineur, mais important néanmoins, j'évoquerai par exemple le fait que des parents trop sévères, voire un peu sadiques dans les règles éducatives, peuvent
avoir alors des enfants qui, à leur tour, vont être des parents assez rigides, assez autoritaires, même sadiques dans leur mode d'éducation pour leurs enfants. Alors, l'autre forme de masochisme très fondamentale, c'est ce que j'avais appelé la récupération narcissique omnipotente, c'est-à-dire que l'autre, l'objet, l'autre, m'a fait souffrir, m'a mis dans une situation abominable de passivation. Bien, il y a un renversement, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui me fait souffrir, c'est moi-même. En quelque sorte, c'est moi-même qui ai décidé de m'imposer des souffrances. Et c'est donc une récupération narcissique omnipotente, c'est-à-dire que par une manœuvre ultime, ça sauve le narcissisme. Je voudrais ici faire une parenthèse qui renvoie à une vidéo antérieure, la vidéo numéro 3, je crois, qui parlait de la conflictualité du conflit oedipien. C'est que même à un stade plus évolué du développement psychique, ces phénomènes d'identification à l'agresseur jouent un rôle. Je pense ici, au niveau de l'Oedipe, à la formation du surmoi oedipien. C'est un phénomène que Béla Grunberger, un analyste hongrois, disciple de Ferenczi, a bien mis en évidence. Je l'explique. L'échec oedipien, l'impuissance oedipienne, entraîne évidemment chez l'enfant des terribles vécus d'humiliation, d'infériorité. Alors, grâce à la construction du surmoi oedipien, on arrive à la situation qui est « ce n'est pas mon père » ou « ce n'est pas ma mère qui m'ont interdit la satisfaction oedipienne », non, c'est moi-même. Donc, je construis un surmoi où j'édicte moi-même les règles. Ça aussi, c'est une forme d'identification à l'agresseur et à un stade plus évolué, au stade oedipien, ça sauve évidemment le narcissisme, ça évite, ça fait sortir de la blessure narcissique, de l'échec et de l'impuissance. Alors, pour terminer, j'ai presque terminé, oui, pour terminer, je voudrais évoquer un autre mécanisme de survie que Winnicott a appelé le faux self, le faux self. Rappelez-vous l'optimisme de Winnicott. Pour Winnicott, le vrai self se caractérise par la créativité, l'originalité, la vivance, l'autonomie, la spontanéité. Il n'y a aucun conformisme. Mais le sujet peut se développer ainsi à supposer que l'objet ait été suffisamment bon. Et si au contraire l'objet est essentiellement préoccupé par ses besoins, par ses demandes à lui, et que ses besoins essentiels passent nettement avant les besoins de l'enfant, eh bien, on arrive à une situation inversée où c'est l'enfant qui doit s'adapter aux besoins de l'objet. L'enfant devient en quelque sorte un thérapeute de l'objet. Et donc, ça peut aboutir à des personnalités en faux self, c'est-à-dire une personnalité inauthentique qui dissimule, qui cache le faux self. Et ces patients alors se plaignent de sentiments de vide, d'ennui, d'une vie dépourvue de sens. Ils ont une vie plate, on peut dire, ils apparaissent comme très conformistes, pas très authentiques, ils n'ont pas de créativité. Et pour revenir à ce qu'ils expriment, ils se sentent hors de la vie, ils se sentent hors du monde, ils sont concernés par rien, et parfois ils disent qu'ils ont l'impression de regarder le monde et les autres derrière une vitre. Donc, si vous voulez, le vrai self est tout à fait embryonnaire et il est totalement caché sous la carapace du faux self. Alors, ça peut entraîner des pièges pour l'analyste. L'analyste peut se trouver face à un patient qui a un faux self et ne pas vraiment le comprendre. Ce sont des patients qui se prêtent agréablement alors à une pseudo-analyse. L'analyse semble bien se déployer. En fait, il y a là un faux self. C'est-à-dire que l'analyse se déploie, mais ne touche pas à un noyau traumatique qui reste clivé hors d'atteinte. Ce qui a fait dire à Winnicott que pour des patients état limite, des patients qui ont subi des traumatismes précoces ou bien dévastateurs, eh bien, il faut des analyses très très longues et des analyses intenses, c'est-à-dire même 4 fois par semaine, entraînant, malgré toutes les résistances du patient, la régression à une dépendance vis-à-vis d'un objet. Parce que le patient, à cause des traumatismes antérieurs, refuse absolument
de s'engager dans une relation où il est dépendant. Et finalement, progressivement, il y a une levée des clivages et l'agonie primitive peut être revécue dans l'analyse. Et alors, l'analyse apparaît comme un nouvel objet, un objet transformationnel, un objet différent de l'objet antérieur qui était inadéquat. Je rappelle, Christopher Bollas a appelé cela l'objet transformationnel. On a aussi parlé d'expérience émotionnelle correctrice. Donc, le patient fait l'expérience dans la douleur, dans le trauma d'un nouvel objet, et le vrai self peut commencer à se construire. Je reviens de nouveau à cette notion d'optimisme fondamental chez Winnicott. Il y a la notion chez lui d'un espoir inconscient chez les patients, l'espoir inconscient qu'un nouvel objet va advenir. J'évoque ici une patiente de 65 ans qui était en analyse chez Winnicott et elle lui disait « Bon, j'ai déjà un certain âge, mais cette analyse vaut vraiment la peine parce qu'à 65 ans maintenant, j'ai vraiment l'impression de commencer à vivre. » Voilà, je vous remercie pour cette 3e vidéo et dans une vidéo ultérieure, nous en terminerons avec Winnicott. Je parlerai des problèmes d'utilisation de l'objet, de survie de l'objet et de découverte de l'objet. Voilà, nous en terminons pour cette fois-ci.